Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Angélique Motte, professeure de français et cofondatrice du site Les Clés de l'école, un site créé par les professeurs pour aider les parents. Dans la rubrique À vos agendas, je vous parlerai de l'événement au cirque électrique, Les Doigts dans la prise. Je recevrai Isabelle Dulorens pour parler de la grande évasion, le salon des littératures de Pessac. Agathe Djebari, médiatrice au parc zoologique de Paris, nous dira tout sur les rendez-vous sauvages, les rhinocéros. Et Laurence Henry nous présentera son spectacle jeune public en un éclat à découvrir en mai au Théâtre du Noy. Dans la rubrique Invité, une auteure habituée de notre émission, disons qu'elle fait partie de la famille, Christine Lederoux nous présentera son nouveau polar jeunesse, Le Trésor de la Mer Rouge. Alors la famille Que faire des mômes, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées de sortie, le dernier musée que vous avez visité avec vos enfants, le magnifique spectacle qui vous a donné les larmes aux yeux ou encore le superbe film d'action que vous avez vu en famille au cinéma. Pour cela, c'est très simple, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page et le groupe Facebook Que faire des mômes, sur nos comptes Twitter et Instagram. Mais pour rester connecté avec la famille Que faire des mômes, l'idéal est de vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous la famille Que faire des mômes en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Angélique Motte. Allô? Oui, bonjour Angélique Motte. Oui. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Eric. Bonjour, enchanté. Vous êtes professeure de français et cofondatrice du site Les Clés de l'école, un site créé par les profs pour aider les parents. Parlez-nous de ce site. Alors, Les Clés de l'école, c'est donc un site internet pensé par des profs en poste, en partenariat avec les bacs. Et l'idée fondatrice, c'était d'essayer d'aider les parents à faire en sorte que la scolarité de leurs enfants soit la scolarité soit la plus sereine possible. Et que tous les enfants, qu'ils aient des parents profs ou pas, soient à égalité finalement sur ce chemin de l'école. Oui. De quel constat est né ce projet et qui était à la base de cette idée? Alors, à la base de cette idée, c'est moi. Oui. Et c'est venu de plusieurs constats. D'un constat qui est que il y a une crispation de plus en plus forte à l'école, que ce soit entre les parents et les profs ou les enfants avec l'école. De cette idée que très souvent, finalement, les parents ne savent pas ce que font leurs enfants à l'école. Moi, je suis professeure au lycée et plein de fois, j'ai des parents, copains qui m'appellent pour me dire « tu peux pas l'aider, il y a le bac qui arrive, ça va pas ». Et quand je leur demande sur quoi ils travaillent, mes copains ne savent même pas sur quoi travaillent leurs enfants. Oui. Et puis d'inspiration aussi de ce qui peut être fait à l'étranger sur cette idée de communication entre l'école et la maison. Vous me parliez de crispation. Pourquoi cette crispation? Quelles en sont les causes? Les causes sont multiples, mais une des causes pour nous fondamentales, c'était qu'il y avait plus de lien, de dialogue entre les parents et les profs, ou en tout cas de moins en moins. Il y en a encore à l'école primaire, peut-être moins au collège et au lycée. Et donc de recréer du lien, de permettre ce dialogue, c'est fondamental, et de permettre ce lien aussi entre ce que l'élève vit à l'école et ce que l'enfant vit à la maison. Et pour ça, il fallait décortiquer les programmes, les expliquer en langage clair pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants et nous de leur donner des idées pour que il y ait du sens entre ce qui est fait à l'école et ce qui peut être vécu à la maison, donc des idées d'activité, des idées de sortie, des idées de lecture, pour montrer que l'école n'est pas un monde clos et qu'il est au contraire relié au monde. Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, comment fonctionne le site Les Clés de l'école ?
Alors les clés de l'école, vous vous inscrivez gratuitement. Oui. Il y a une grande partie du site qui est gratuite et qui restera gratuite. Il y a un moteur de recherche et puis en fonction, vous vous intéressez au programme de votre enfant et vous tapez directement le sujet qui vous intéresse. Je sais pas moi, si votre enfant travaille sur les puissances en maths ou s'il travaille sur la Rome antique en histoire ou sur Montaigne en français. Et puis nous, on vous explique ce qui est fait à l'école, ce que les professeurs attendent de lui, et puis des idées pour aller plus loin, pour accompagner justement ce programme. Ce service est gratuit ? Oui, service est gratuit. Oui. Alors on a une partie payante, c'est les conseils plus de méthodologie, d'exercice, voilà, tout ce qui vient en plus finalement. Est-ce que c'est ce que vous appelez le forum interactif ? Alors le forum interactif était gratuit toute l'année dernière et on l'a passé sur modèle payant pour une histoire de temps en fait, parce qu'on avait beaucoup de questions, que ça nous prenait beaucoup de temps d'y répondre. Effectivement, les parents nous posent une question, que ce soit sur le fonctionnement de l'école, sur une difficulté de l'enfant rencontré, qui peut être une difficulté d'ordre social ou d'ordre scolaire, et nous on essaye de répondre au mieux. Quelles sont les questions les plus récurrentes ? Les questions les plus récurrentes sur le primaire sont plus des questions de bien-être de l'enfant. Il a du mal à aller à l'école, il n'a pas envie de faire ses devoirs, il ne comprend pas quelque chose. Voilà, c'est plus une d'ordre presque social. Pour le collège et le lycée, ce sont des questions plus méthodologiques. Et les inquiétudes des parents en général, c'est quoi ? Les inquiétudes des parents sont quand parfois ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le professeur attend d'eux. Ça, c'est des choses qui reviennent très fréquemment. Et du coup, nous, on réexplique. Et c'est vrai que, voilà, parfois, il suffit d'expliquer les choses différemment pour les comprendre. C'est même ce qu'on peut mettre en place dans nos classes quand les élèves ne comprennent pas quand nous, on l'explique et on demande à un autre élève de l'expliquer à notre place et tout à coup, ça passe beaucoup mieux. Donc, c'est cette idée que parfois, il suffit juste de dire les choses différemment pour comprendre, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis parfois les parents n'osent pas aller voir les professeurs de leurs enfants directement, et le site permet cette distance qui fait qu'ils n'ont plus peur et qu'ils osent nous poser des questions qu'ils n'osent pas poser parfois. Angélique Motte, de qui se compose votre équipe ? Alors l'équipe, c'est une quarantaine de profs aujourd'hui, et on continue à élargir, des profs bienveillants, des profs qui pensent que ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de l'enfant, ce qui est quand même la majorité des profs, heureusement. Des profs qui ont envie aussi de recréer ce lien, d'expliquer un langage clair, et de mettre à disposition tous ces outils qu'ils mettent en place eux avec leurs enfants et de les partager avec le plus grand nombre. Oui. Le métier de prof, c'est un métier difficile, je le sais, parce qu'autour de moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont profs, et je trouve qu'on n'a pas conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup de travail, car même déjà je parle là hors au lycée ou au collège, je veux dire chez soi, corriger les copies, préparer les cours, c'est un travail de fou. Oui, c'est un travail de fou. Moi, je peux vous donner un exemple. Je suis professeure en littérature en terminale L, par exemple, et notre programme, nous, change à 50% tous les ans. Donc, je dois refaire mon programme à 50% tous les ans. C'est évidemment beaucoup de travail de préparation, donc, que je suis ravie de faire. Puis les copies à corriger, puis le temps aussi de dialogue avec les élèves eux-mêmes et avec leurs parents. Oui, c'est un travail. C'est un métier. Mais un beau métier. Oui, un beau métier. Je voulais le souligner parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, tout ça. Un petit peu. Voilà. Quand on entend les profs, parce que c'est vrai, on est d'accord, vous êtes sûrement d'accord avec moi, on entend toujours les profs ont des vacances et tout. Pendant les vacances, les profs, ils corrigent les copies. Et ils préparent leurs cours. Exactement. Donc voilà. Sur le site, vous donnez également des exemples. Il y a des articles. Par exemple, pouvez-vous nous dire par quels moyens peut-on développer sa mémoire ? Alors, on a fait effectivement des articles dessus. D'abord, c'est important déjà pour l'enfant de savoir quel type de mémoire il a. Si c'est une mémoire auditive, si c'est une mémoire visuelle, si c'est une mémoire par le corps. Et donc, il y a des choses à faire pour améliorer sa mémoire. Mais pour ça, il faut déjà apprendre à se connaître. Donc, c'est vrai que nous, on met en ligne des liens pour faire ces petits tests, pour se connaître mieux. Et puis derrière, pouvoir travailler. Et derrière aussi travailler tout ce qu'on appelle les méthodologies pour apprendre à apprendre. Qui sont très importantes aujourd'hui. C'est quoi l'école maternelle exactement ? Parce que ça aussi, vous l'expliquez sur le site. Oui, l'école maternelle, elle est d'actualité. Notre ministre s'est penché dessus et il a raison, c'est une étape très importante. Alors, je suis pas la mieux placée pour vous en parler puisque moi, je suis collège et lycée. Mais l'école maternelle, c'est une école qui est un peu à part parce que c'est une école où l'enfant apprend encore par le jeu, où il est
il est très au courant finalement de cet âge clé qui est de 3 à 6 ans. Et donc c'est une école qui s'adapte à ces jeunes enfants, qui met en place des méthodes spécifiques d'apprentissage, ce qui est recommandé dans les programmes, et d'ailleurs c'est généralement une école où les enfants sont très heureux, ça se passe bien, et c'est une école à part. Oui, c'est une étape importante, c'est une école un peu à part. Oui, il y a un onglet justement maternel où vous donnez une liste d'albums ou de contes à lire à son enfant. Oui. Quels sont les contes qu'on doit lire? Est-ce qu'il y en a un vraiment qu'on doit lire aux enfants et pourquoi? Ah non, il n'y en a pas un, il y en a une multitude. Et puis la littérature jeunesse s'est énormément développée dans les dernières années. Donc on a pléthore d'albums à disposition. Là, c'est les coups de cœur des enseignantes maternelles qui travaillent sur le site. Oui. Mais ce qui compte, c'est que le parent y prenne plaisir et que le parent partage ce moment-là avec l'enfant. C'est surtout ça qui est très important en fait. C'est d'abord se montrer nous en tant que lecteurs et puis de partager ce moment avec l'enfant. Et petit à petit, l'enfant il a cette habitude d'entendre des histoires et que c'est comme ça qu'il y prend plaisir. Et un enfant à qui on a lu beaucoup, généralement lira assez volontiers plus tard. C'est très important de mettre ça en place dès le plus jeune âge, vraiment. C'est La Fontaine qui disait si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Et c'est parce qu'on a lu Podane petit finalement que plus tard on continue à lire aussi. Alors moi je n'ai pas d'enfant mais je suis tonton d'une petite Erika qui a 2 ans et demi et qui va rentrer en septembre prochain à la maternelle. Quel conseil donneriez-vous pour qu'elle fasse une bonne rentrée à cette maternelle ? Alors, le premier conseil, c'est de lui présenter l'école comme quelque chose de merveilleux, une merveilleuse aventure qu'elle va vivre, donc d'en parler de manière positive, et ce regard positif sur l'école, il est très important pour que l'enfant y rentre le plus sereinement possible, qu'il n'y ait pas d'angoisse, ça c'est important. Ensuite, de faire confiance à l'enseignant et à votre enfant. L'école maternelle, on disait, c'est une école un peu à part, elle est encore très maternante, justement. Oui. Et puis les enseignants qui y sont ont généralement choisi d'y être. Ils passent le même diplôme que tous les autres, mais très souvent ils font le choix, ils font le vœu d'enseigner en maternelle. Et donc c'est des enseignants qui sont attirés par ces enfants très jeunes, qui ont envie de les prendre en charge, de les aider à grandir. Donc il faut leur faire confiance et puis faire confiance à votre enfant parce que c'est une merveilleuse aventure qui s'ouvre à lui. Et puis d'être le plus fluide possible entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à la maison, toujours dans cette idée de lien, donc de ne pas hésiter le soir à reprendre le cahier de l'enfant quand vous l'avez, de parler avec lui de ce qu'il a fait de sa journée et de poser des questions assez précises. Et c'est pour ça qu'on donne les programmes scolaires, parce que si vous dites juste à l'enfant comment s'est passée votre journée, il va vous dire bien, puis il va passer à autre chose. Ah oui. Alors que si vous avez les moyens et les outils pour lui demander exactement ce qu'il a fait, est-ce que tu as fait un bonhomme, est-ce que tu avais un modèle, est-ce que là il va rentrer beaucoup plus dans le dialogue avec vous. Et ça c'est important, et ce dialogue il faut l'inscrire dans la durée. Oui. Et puis aussi de féliciter les enfants. Généralement ils ont envie de bien faire, ils ont envie de faire plaisir à leurs parents et à leurs enseignantes, donc les complimenter sur ce qu'ils font, les complimenter sur leurs efforts, de valoriser ces efforts, tout ça c'est important pour que le chemin soit serein, ne pas chercher la perfection à tout prix. Ce qui compte c'est de faire au mieux en fonction de ce qu'on peut faire. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Angélique Motte du site Les Clés de l'école. Je partagerai bien sûr mon agenda des sorties à faire en famille. Cette semaine, un festival, un salon des littératures, on ira au zoo et on parlera spectacle. Et en dernière partie d'émission, j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'auteure jeunesse Christine Lederoux. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Angélique Motte, professeure de français et cofondatrice du site Les Clés de l'école. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Que pensez-vous des devoirs à la maison ? Oui, c'est un vaste sujet qui est très différent en fonction des niveaux. Évidemment, en maternelle, il n'y a pas de devoirs à la maison. Au primaire, normalement, les devoirs sont oraux, simplement. Alors après, ça dépend évidemment des écoles. Il y a des écoles qui en donnent écrit.
là encore, je pense qu'il faut que ce soit serein. Donc, il ne faut pas que ça devienne un moment de crispation avec l'enfant, parce que le drame, il est là. Quand ça se transforme en cri, en pleurs, et que ça devient un moment angoissant et pour le parent et pour l'enfant. Donc, il faut prendre un moment de pause avant de rentrer, avant de commencer à faire les devoirs. Voilà, il y a le moment du goûter, il y a le moment de détente, et puis après de se consacrer à ce moment-là. Mais encore une fois, sans exiger la perfection, en essayant d'accompagner son enfant sans exiger de lui que tout soit fait très bien et en 3 minutes. Donc il faut un peu de temps, et je sais que les parents aujourd'hui malheureusement n'ont pas forcément le temps, mais voilà, s'ils peuvent prendre ce temps, c'est bien, pour que ce soit pas fait dans l'urgence, pas fait entre 2 casseroles, pas fait à un moment donné où les enfants sont trop fatigués, et puis petit à petit les amener sur le chemin de l'autonomie. Alors peut-être pas dès le primaire, mais assez vite au collège, pour que les enfants aient pris cette habitude-là de faire leurs devoirs et que ce soit fait sur le moment de l'autonomie. Et puis il y a des choses qui vont être mises en place, qui sont déjà mises en place dans certaines écoles sur les devoirs faits. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui permet de faire les devoirs à l'école. Oui. On parle beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire également. Comment déceler que son enfant est harcelé à l'école? Comment réagir? Et à qui un enfant harcelé doit-il parler? Le meilleur moyen, et c'est pas facile, mais moi je suis maman aussi de 3 enfants, Oui. C'est vrai que plus on a un dialogue fluide avec son enfant, plus on a une relation de confiance avec lui, plus c'est quelque chose, j'imagine, qu'on peut détecter facilement. Voilà, donc tout ce moment aussi où on discute tous les soirs, où on passe un petit moment pour parler avec son enfant de sa journée, de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu apprendre, de ce qu'il a pu découvrir, ça participe de cette relation de confiance. Voilà, et puis un enfant harcelé, c'est un enfant qui petit à petit va aller pas bien, et donc plus vous êtes en confiance avec lui et dans le dialogue avec lui, plus vite vous allez pouvoir le déceler. Et il faut agir immédiatement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre et dire que ça va se résoudre. Il faut prendre rendez-vous immédiatement avec l'enseignant, avec le directeur, le chef d'établissement. Voilà, il ne faut absolument pas laisser les choses se résoudre d'elles-mêmes, parce que c'est pas toujours le cas, et donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc intervenir vite, et le chef d'établissement, le professeur principal, ou les numéros verts mis en place. Angélique Motte, avez-vous quelque chose à rajouter? Deux choses peut-être. L'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut parler d'autre chose que des notes. Alors je comprends que les parents soient angoissés, le monde est de plus en plus compétitif aujourd'hui. C'est vrai que la réussite pour nos enfants, c'est quelque chose qu'on veut tous, mais parler des notes, c'est finalement, si la première question de soir quand les enfants rentrent, c'est sur les notes et combien tu as eu, c'est finalement assez angoissant. Imaginez-vous en train de dire tous les jours à la personne avec qui vous vivez combien tu as gagné aujourd'hui. Oui. C'est assez anxiogène quand même. Oui, c'est vrai. Et donc de reparler plutôt du sens de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris, de qu'est-ce qui t'a surpris aujourd'hui. Voilà, il y a d'autres questions à poser que les notes. Ça, je pense que c'est important à entendre. La deuxième chose, c'était une métaphore qui n'est pas de moi, mais qui est de Jérôme Saltet, justement, de Plépac, qui travaille avec nous sur le site. Et c'est de voir l'éducation comme un grand bateau, et que pour que le bateau de l'enfant avance vers l'autonomie, vers l'âge adulte, vers la construction, bien, il faut que parents et professeurs rament dans le même sens. Parce que sinon, évidemment, vous imaginez bien que le bateau n'avance pas. Oui, bien sûr. Donc c'est l'idée qu'on est bien ensemble sur ce chemin de la scolarité, et qu'on veut tous le bien de l'enfant. Voilà. Et comme le chemin est long, puisque l'école c'est à peu près 15 ans pour les enfants, autant essayer que ça se fasse le mieux possible. Très bien. Je vous remercie, Angélique Motte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Les clés de l'école, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.lesclésdelécole.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas. Que faire des mômes ? Le dimanche 20 mai, Néopop Art et Futur présente au Cirque électrique de 14h à 22h Les Doigts dans la prise, un événement artistico-curieux pour les petits et les grands. Au programme, concert avec le groupe Minibus, une boum, des contes, de la magie, des ateliers, un espace dessin et lecture et un petit coin bébé. Ne manquez pas ce rendez-vous si vous êtes sur Paris. Pour plus de renseignements, www.cirque-électrique.fr. La ville de Pessac nous propose la grande évasion
Évasion, le salon des littératures. Pour nous en parler, Isabelle Dulorens. Bonjour Isabelle Dulorens. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme de la ville de Pessac. Et le 26 et 27 mai, la ville de Pessac, en partenariat avec la 45e Parallèle et les éditions Ferré, propose la Grande Évasion, le salon des littératures de Pessac, et cela au pôle culturel de Camponac. Oui, alors dans notre mission d'éducation culturelle, nous créons des événements qui permettent l'accès du public au monde littéraire. Il faut savoir que le livre, la lecture publique, est l'un des 3 piliers de notre politique culturelle. Alors le point d'orgue de ce travail est notre salon, la Grande Évasion. Là, nous allons proposer la 3e édition, donc comme vous l'avez dit, du 26 au 27 mai. Alors cette année, nous recevons une 30aine d'auteurs et les plus grandes maisons d'édition. Alors je peux vous citer les 30 auteurs si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Parce qu'il va y avoir énormément une belle tête d'affiche. Donc je vous les dis par ordre alphabétique, là je les ai sous les yeux. Catherine Sellac, Oui. Patricia Daré, Emmanuel Delaconté, Jeanne Demier, Diane Ducré, Marc Duguin, Catherine Faye, Irène Frein, Serge Girard, Rémi Guérin, Yves Arté, Jean-François Kahn, Christian Lagrange, Victor Laszlo, Estelle Lefébure, Denis Lépée, Dominique Lormier, Marc Majouski, Christos Marcogianaki, Éric Nolot, Estelle Nollet, Gwenaëlle Robert, Marie Robert, Claude Sérillon, Isabelle Stib, Gilles Verviche, Michel Villemur et Régis Barnier. Donc vous voyez, on a une très très belle affiche. Nous recevons les plus grandes maisons d'édition aussi. Alors cette année, il sera question de bien-être, de développement durable, d'histoire, de philosophie. Vous voyez avec les auteurs. Une programmation très art de vivre qui a été concoctée cette année par Véronique Morel-Muraour, qui est notre directrice éditoriale pour ce salon. Oui. Alors, depuis sa création, nous avons quand même à cœur d'impliquer les enfants dans les animations du salon. Donc là, les parents vont trouver vraiment toutes les dernières parutions littéraires avec du très très beau monde, mais ils pourront amener leurs enfants. Ils pourront assister non seulement aux nombreux débats et des lectures que nous avons voulu cette année sous des formats courts, environ 30 minutes. Oui. Et voilà, donc ce qui est plus facile aussi à suivre pour les enfants qui veulent accompagner leurs parents. Mais pour tous les jeunes, nous proposons aussi une programmation spécifique. Tout ça, c'est gratuit ? Tout ça est gratuit. Donc un point d'honneur à faire des propositions gratuites à Pessac et nous recevons tous ces auteurs qui vont pouvoir, à qui on va pouvoir parler des auteurs que nous ne rencontrons pas souvent dans notre région, qui sont des auteurs parisiens et qui sont très très faciles d'accès, qui seront sur place le samedi et le dimanche, disponibles pour parler, pour signer. En tout cas, c'est familial, on l'a compris, hein, tout simplement. C'est vraiment pour toute la famille. Il y en a pour tout le monde. Le samedi à 10h30, dès 6 mois à l'espace jeunesse, les parents avec leurs enfants pourront venir écouter et lire des albums. Ils seront pris en charge par les bibliothécaires. À 14h15, j'ai plus trop, les 14h45 plutôt, et dimanche, aussi en début d'après-midi, il y aura un spectacle. Ah oui. Un spectacle de théâtre, tout à fait, par la compagnie Thomas Visonneau, qui va nous apprendre tout le théâtre classique en s'amusant, qui va donner, ça va être un spectacle pour tout savoir sur le théâtre classique, qui va durer 30 minutes, donc les tout petits aussi peuvent venir. Aussi, samedi après-midi, il va y avoir des lectures théâtralisées, des 4 albums du prix Phileas Fogg, parce qu'il faut dire aussi que nous avons toujours notre prix jeunesse. Il y a 4 albums qui ont été lus par des jeunes Pessacais. Nous leur fournissons les exemplaires à la médiathèque. Ils ont élu leur album préféré, donc le prix sera remis au moment de l'inauguration, mais les auteurs seront présents. Donc il y aura cette lecture théâtralisée des 4 albums. Le soir, il y aura aussi un concert. Au moment d'inauguration, un concert de jazz. Le dimanche, la compagnie Thomas Visonneau de théâtre va aussi faire ce qu'on appelle les brigades de lecture. Elle fera vivre un moment de poésie. Ils vont célébrer aussi à leur manière la littérature. En continu, le samedi et le dimanche, à partir de 6 ans, il y a l'écoute théâtre. Oui. Ce sont une collection sonore dédiée à la jeunesse, toute la littérature jeunesse, on peut l'écouter, une balade le dimanche, aussi à 10h30. Alors là, c'est sur réservation, la balade, avec la poétesse Nathalie Mann, qui va faire une promenade architecturale entre le pôle culturel de Camponac et la cité Frugès. On continue aussi pour les un petit peu plus grands ou même les très grands, à l'espace Infomédia, nous allons proposer une immersion virtuelle avec des casques spéciaux pour une immersion dans différents décors.
puis tous les jeux vidéo aussi qu'il y a à l'espace Lara Croft. Et puis il y aura aussi une exposition de dessins, de poèmes. Des enfants ont participé au Parlement poétique. Il y a 7 classes de Pessac, un groupe de petits lecteurs de la médiathèque qui ont fait des dessins et qui seront en lien avec un spectacle jeune public qui a eu lieu à Pessac, les discours de Rosemary, et de la compagnie La Petite Fabrique. Et le dessin qui a été choisi par le public sera aussi dévoilé lors de l'inauguration. Alors, je précise que le salon ouvrira à 13h30 avec Estelle Lefébure, qui viendra parler de l'élégance d'être soi, donc ce qui va plaire aux mamans. Bien sûr. Mais pendant 25 minutes, mais Estelle vient aussi pour présenter son dernier livre, Bien-être pour les enfants. Très bien, un beau programme tout ça voilà, en tout pour cas. Le jeune public. Oui. Voilà. Donc c'est gratuit, il y a une restauration sur place. Et puis ça, c'est une occasion aussi de pouvoir se promener dans le parc et puis dans cette magnifique médiathèque. Très bien, en tout cas le rendez-vous est noté. Voilà, je pense que Merci beaucoup. Nos amis auditeurs qui sont du côté de Pessac là-bas vont courir même pour ce festival. Nous l'espérons. Je vous remercie Isabelle. Une belle affiche. Merci beaucoup. Merci Isabelle Dulaurens, merci beaucoup. La Grande Évasion, le salon des littératures à Pessac. Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter le site de la ville www.pessac.fr. Zoo à présent, le parc zoologique de Paris vous propose le temps d'un week-end ou plus de poser un autre regard sur le parc zoologique de Paris et ses animaux phares. Avec les rendez-vous sauvages, Angus et Wamy, 2 rhinocéros blancs, sont les vedettes de ce nouveau rendez-vous. Pour nous en parler, Agathe Djebari. Bonjour Agathe Djebari. Bonjour. Vous êtes médiatrice au Parc Zoologique de Paris et vous proposez donc le Parc Zoologique de Paris propose les 26 et 27 mai prochains les rendez-vous sauvages sur les rhinocéros. C'est le thème cette fois-ci. Tout à fait, exactement. Alors en fait, les rendez-vous sauvages, donc la rhinocéros, ça va être le 3e des 8 rendez-vous sauvages proposés de l'année. Et ce sont des temps forts, généralement lors d'un week-end, pendant lequel le zoo met à l'honneur une espèce ou un groupe d'espèces en particulier. Qui sont Angus et Wamy ? Alors Angus et Wamy sont 2 rhinocéros blancs d'Afrique, Oui. 2 jeunes mâles qui sont visibles dans la plaine africaine du parc. C'est les plus lourds du parc, hein. Ils pèsent de combien à peu près ? Alors là, en sachant que ce sont des jeunes mâles qui n'ont pas fini de grandir, ils font un petit peu moins de 2 tonnes chacun. Et c'est des jeunes mâles, vous me dites ? C'est impressionnant alors. Ce sont de jeunes mâles, oui. Ils vont monter jusqu'à 2 tonnes et demie, 3 tonnes, voire un petit peu plus pour les plus gros spécimens. Est-ce que c'est vrai que les rhinocéros ont une mauvaise vue ou c'est une légende ? Alors effectivement, oui, chez cette espèce, la vue n'est pas le sens qui est le plus développé. Ça va vraiment être l'odorat qui va être très développé et l'ouïe également. Il y a 5 espèces de rhinocéros, ils sont malheureusement tout en voie de disparition. Quelles sont les raisons du déclin de l'espèce ? Alors la raison principale, au-delà de la réduction de leur habitat naturel, comme pour toutes les espèces, ça va être le braconnage. Ils sont tous victimes du braconnage pour leur corne, hein, pour cette fameuse corne à laquelle on prête des vertus thérapeutiques assez extravagantes, comme des vertus aphrodisiaques, où elle aurait la propriété de guérir le cancer. Ah oui. Voilà, c'est pour cette corne-là que les rhinocéros sont braconnés. Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Agathe Djebari. Pour en savoir davantage sur les rendez-vous sauvages au Parc Zoologique de Paris, je recevrai également Laurence Henry pour le spectacle jeune public En un éclat, et nous découvrirons Le Trésor de la Mer Rouge, le nouveau polar jeunesse de Christine Lederoux. Mais pour l'instant, la famille, pour Que faire des mômes, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Agathe Djebari, médiatrice au Parc Zoologique de Paris, nous parle des rendez-vous sauvages, les rhinocéros sont à l'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Alors que vont pouvoir faire les visiteurs lors de ces rendez-vous sauvages, les rhinocéros ? Alors, ils vont pouvoir assister à des nourrissages. Ce ne sont pas eux-mêmes qui vont les nourrir, mais ce sont les soigneurs animaliers qui s'occupent d'eux. Oui. Donc ça, on va faire ça plusieurs fois par jour devant leur enclos. Il va y avoir effectivement des quiz participatifs. Il va y avoir tout au long du week-end un stand pédagogique avec des pièces anatomiques sur les rhinocéros, un atelier sur les cornes pour mieux comprendre justement cette fameuse corne de rhinocéros. Qu'est-ce que c'est ? Il va y avoir des rencontres avec des experts rhinocéros sous forme de mini-conférences accessibles à tous. Il va y avoir un groupe de musique africaine qui va être présent pour animer un petit peu l'extérieur du zoo.
un jeu concours pour pouvoir gagner une visite à l'entraînement médical des rhinocéros, des stands d'activités manuelles pour les enfants sur le thème du recyclage, c'est le fil rouge cette année, et des visites coulisses également sur inscription. Très bien. Qu'est-ce que ça mange un rhinocéros ? Alors un rhinocéros, c'est un herbivore, donc il va manger principalement du foin, avec en plus de temps en temps des carottes, des granulés, voilà. C'est un animal qu'on peut domestiquer ou pas ? Alors c'est vraiment un animal sauvage qui peut être potentiellement dangereux. Un animal sauvage, ça a des instincts, c'est très craintif de nature, donc ça nécessite toujours de prendre des mesures de précaution. Donc on n'est jamais en contact direct avec ces animaux sauvages. Quand on est à leur contact pour faire ce qu'on appelle de l'entraînement médical, ça va toujours être derrière les loges, derrière les grilles. On va pouvoir les toucher à certains endroits du corps, dans certaines circonstances, pour pouvoir les désensibiliser à des soins médicaux. Donc c'est le seul cas de figure où on va être en contact avec eux pour pouvoir les familiariser avec différents objets médicaux pour pouvoir les soigner. Agathe Djebari, avez-vous quelque chose à rajouter ? Oui, quelque chose d'assez important, je pense. Toutes ces activités lors des rendez-vous sauvages sont proposées gratuitement pour les visiteurs du parc qui sont déjà sur place. Alors certaines nécessitent de s'inscrire à l'avance. Et ça, c'est possible de le faire sur le site internet du zoo, qui est donc www.parczoologiquedeparis.fr, où le programme détaillé de ces rendez-vous sauvages est également disponible. Je voudrais juste rajouter, je crois qu'on peut également parrainer des animaux. Oui, tout à fait. Alors pour parrainer les animaux, tous les programmes de conservation soutenus par le zoo et les espèces parrainables sont indiqués sur le zoo, devant les enclos et également sur le site internet. Il y a beaucoup d'informations disponibles et tout l'argent récolté grâce à ces parrainages permettent de soutenir différents projets de conservation autour des animaux du zoo, mais pas seulement. Ce sont des projets de conservation soutenus par le Muséum national d'histoire naturelle, donc qui peuvent être liés à plusieurs espèces animales et végétales. Très bien, je vous remercie Agathe Djebari, merci beaucoup. Je vous en prie. Les 26 et 27 mai, ne manquez pas les rendez-vous sauvages, les rhinocéros, au Parc zoologique de Paris. Spectacle à présent, un spectacle jeune public à découvrir à partir de 3 ans, en un éclat, jusqu'au 28 mai au Théâtre Dunois à Paris. Pour nous en parler, Laurence Henry. Bonjour Laurence Henry. Bonjour. Vous êtes plasticienne, scénographe de formation et vous réalisez la conception et la mise en scène du spectacle jeune public à découvrir à partir de 3 ans, en un éclat, du 16 au 28 mai au Théâtre Dunois à Paris. Parlez-nous de ce spectacle. C'est un spectacle qui est né en octobre 2017, qui réunit 2 danseurs de formations d'âges différents et qui s'est construit sur l'idée que l'enfance, quel que soit notre âge, était enfouie en nous et ne se racontait pas uniquement à travers le récit, la mémoire, les mots, le souvenir, mais aussi se racontait par le corps. Donc en amont de cette pièce, je suis allée sur différents territoires en France, accompagnée de Pauline Maluski, qui est danseuse et chorégraphe. Oui. Et nous sommes posés auprès de publics âgés, en maison de retraite ou hors structure, et de tout petits, d'enfants de 18 mois, 2 ans, 3 ans, à la recherche de ces signes gestuels, corporels dans le corps qui pouvaient raconter l'enfance et en essayant de trouver des points communs, quel que soit l'âge des publics que nous pouvions rencontrer. C'est pour ça qu'en un éclat, réunis sur un plateau, un jeune danseur de formation hip-hopper âgé de 28 ans et une danseuse âgée, elle, de 76 ans, qui a plutôt un parcours de formation classique et contemporaine. C'est un spectacle qui est intégralement dansé, qui mêle art plastique et danse. D'accord. Puisque la rencontre se fait autour du langage du corps, dans un espace blanc, mais également autour du geste pictural. Très bien. Il s'agit de la première partie d'un cycle de 3 créations, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, ce cycle comporte 4 créations, puisque quelques semaines après En un éclat, nous avons créé une deuxième pièce, dont le titre est Colimaçon, et qui est un peu le pendant d'En un éclat, si ce n'est que elle ne se joue pas sur plateau, mais directement dans les structures qui ont pu nous accueillir, ou également en milieu hospitalier. Donc ce cycle, nommé Les Traversées, compte 4 créations.
Oui. Le spectacle dure 35 minutes. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que il se destine à une tranche de spectateurs que nous, on précise aussi à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Donc on accueille aussi des tout petits d'enfants de crèche et que ce sont des petits spectateurs qui ont un temps où pas un temps de captation, mais un temps de présence où leur disponibilité peut évoluer entre 20, 25 minutes, 40 minutes, mais pas beaucoup plus. L'idée, c'est qu'ils puissent être réellement là avec nous sur 35 minutes. Ces pièces dites destinées à l'enfance et jeunesse prennent en compte en fait la tranche d'âge auquel ils se destinent et c'est aussi pour ça qu'ils sont construits selon ces tranches d'âge et ces possibilités de préhension. Qui sont Jordan Malfoy et Françoise Ball-Goetz? Alors, il s'agit de Jordan Malfoy et Françoise Ball-Goetz. Ce sont les 2 interprètes de la pièce avec qui j'ai travaillé. Je signe la mise en scène et la chorégraphie. Et ces 2 danseurs, comme je le disais en introduction, ne se connaissaient pas avant l'écriture de la pièce. Jordan Malfoy, lui, a un parcours de danseur hip-hopper puis danseur contemporain et vient de Bordeaux. Quant à Françoise Ball-Goetz, elle a une formation de danseuse classique et de formation plutôt contemporaine, a travaillé longtemps avec Jean-Claude Galota et à ce titre a joué un peu partout dans le monde entier. Et moi je l'ai rencontré dans une pièce qui a pour titre 3 générations et qui, comme l'indique, réunit au plateau, il me semble que c'est 20 ou 30 danseurs d'âges différents. Voilà. Laurence Henry, avez-vous quelque chose à rajouter? Simplement que la partition sonore et musicale de la pièce a été écrite et créée par Philippe Le Goff. C'est une 7e collaboration avec ce compositeur et qu'elle réunit à la fois le piano et l'univers électroacoustique puisqu'elle devait être et elle est au plus proche de ce que sont les danseurs. Donc le piano pour la formation classique de Françoise, l'électroacoustique pour la formation de Jordan et ces 2 univers sonores se rencontrent au moment où les 2 danseurs se rencontrent dans une danse partagée. Très bien, je vous remercie Laurence Henry, merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt, bonne journée. En un éclat, un spectacle à partir de 3 ans à découvrir jusqu'au 28 mai au Théâtre du Noy à Paris. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, c'est une habituée de notre émission car chacun de ces polars jeunesse est un événement. Le petit dernier en date, le Trésor de la Mer Rouge, nous emmène à bord d'un paquebot pour une croisière pleine de rebondissements. Christine Lederoux est mon invitée. Bonjour Christine Lederoux. Bonjour Eric. Alors vous publiez chez Locus Solus Édition votre nouveau polar jeunesse, Le Trésor de la Mer Rouge, où vos 4-7 héros bien sûr sont embarqués à bord d'un paquebot, le Voyageur, pour de trépidantes aventures. Christine Lederoux, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-nous, qui sont les 4-7 ? Alors les 4-7 sont 4 enfants de 12 ans, donc il y a 3 garçons et une fille, Julien, Théo, Jeanne et Vincent, qu'on dit Vince, et ce sont des petits détectives en culotte courte. Voilà, ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas froid aux yeux et ils arrivent à démanteler des réseaux frauduleux avec du tact et avec beaucoup de méthodes. Voilà. Dites-nous un peu plus sur le caractère de chacun. Si on parle par exemple de Jeanne, quel est son caractère ? Alors Jeanne, c'est la seule fille du groupe, mais elle vaut bien les 3 garçons. Elle est posée, en même temps elle est aventurière, donc elle est un peu le métronome de l'équipe. Et il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons dans mes 4-7. Chacun a sa place et ils s'entendent vraiment très bien. Et je pense que tout enfant doit rêver d'avoir des copains et d'être aussi soudé que ces 4-là. Voilà. On va parler de Julien maintenant. Alors Julien, c'est un peu la tête pensante du groupe. Donc c'est lui qui maîtrise tout, qui fait attention à tout avant de se lancer dans une aventure. Il prend des notes, il analyse. Donc voilà, mais il est aussi aventurier, mais lui c'est vraiment la tête pensante de l'équipe. Il fait attention à tout.
Vincent ? Alors Vincent, c'est un peu le petit pétochard, il est très gourmand, mais il abandonne jamais ses amis, il suit tout le temps, il est toujours avec eux et il n'y a pas de souci, mais il faut le pousser un petit peu. Et il a aussi une particularité, c'est qu'il aime bien les vannes un peu bébêtes. Alors à chaque fois quand ils sont un peu dans la panade, et ben un des autres 4-7 lui demande de sortir une de ses vannes un peu pourries, et puis il le fait avec plaisir et ça fait rire un peu tout le monde. Voilà. On va parler de Théo aussi. Alors Théo, lui c'est l'aventurier à fond. Il agit avant des fois de réfléchir. Et du coup, c'est pour ça que Julien, Jeanne et Vin, c'est bien que des fois ils lui disent stop. Là, il faut peut-être attendre un peu. On va réfléchir avant d'y aller. Mais il est toujours prêt pour tout lui. Il a vraiment pas peur. Il a pas froid aux yeux. Voilà. Le trésor de la mer Rouge. Alors que raconte cette nouvelle aventure pleine de surprises et de rebondissements ? Alors en fait, pour la 4e aventure, les parents des 4-7 veulent remercier l'inspecteur Dufour, donc le policier parisien qui s'occupe des enfants, qui à chaque fois les sauve de chaque aventure vers la fin du livre, et décide de l'inviter pour le remercier de s'être si bien occupé de leurs enfants, et l'invite sur une croisière, donc en mer Rouge, à bord d'un paquebot. Alors, et pourquoi un paquebot ? Ils se sont dit, à bord d'un paquebot, c'est petit, nos enfants vont rester sages, il n'y aura rien à faire, mais c'est mal les connaître les 4-7, parce qu'ils vont encore trouver quelque chose de louche à bord qui va les attirer, ils vont mener l'enquête et ça va encore déboucher sur des aventures incroyables parmi les beautés des pays qui entourent la mer Rouge, Petra notamment en Jordanie, le mont Masada en Israël, et puis dans plein petits coins que je garde secrets, que je vais pas tout raconter. C'est à découvrir, voilà. Alors les 4-7 communiquent avec la nouvelle technologie, les textos et WhatsApp également. Voilà, c'est ça, parce qu'à bord d'un paquebot, il y a la Wi-Fi, et pour pouvoir être toujours en confiance, et puis avec leurs parents surtout, leur dire ce qu'ils font et où ils vont. Donc ils ont créé un groupe familial, et où ils se disent tiens, rendez-vous à telle heure au restaurant, et entre-temps les 4-7 peuvent faire ce qu'ils veulent, ou alors entre eux aussi quand il y a un danger, ils se mettent sur mute, ils éteignent le son de leur portable, et ils peuvent s'envoyer des SMS en disant attention, danger, quelqu'un approche, voilà. Oui, on utilise les nouvelles méthodes, parce qu'aujourd'hui les jeunes ils fonctionnent avec ça, et il faut qu'ils se retrouvent dans chacun de mes livres, il faut qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent s'identifier. Voilà. Vous avez testé WhatsApp ? Oui, je communique justement avec ma maman qui a habité longtemps à l'étranger grâce à WhatsApp, et c'est vraiment pratique et c'est gratuit. Voilà. Alors parlez-moi des Fruitzi, qui sont des magiciens mentalistes. Là aussi c'est encore moderne, on parle beaucoup de mentalisme cette année. C'est ça. Alors en fait l'idée elle m'est venue tout bêtement, c'est que j'ai des amis bretons qui vivent à Paris, et qui sont allés voir un spectacle de mentalistes à Paris, et nous ont raconté, ça m'a fait vraiment rire parce qu'apparemment aussi il y a des moments assez rigolos que j'essaye de retransmettre un peu dans mon livre justement, et j'ai eu l'idée justement que les magiciens qui sont à bord du bateau feraient un peu ce genre de choses, et justement il y a encore autre chose à vous découvrir, et vous verrez que ce ne sont pas que des magiciens. On se retrouve, la famille Que faire des mômes, dans quelques minutes, toujours en compagnie de Christine Lederoux, pour en savoir davantage sur cette nouvelle aventure des 4-7. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Alors la famille, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmômes.fr. Mon invité publie aux éditions Locus Solus un polar jeunesse captivant. Chacun de ces ouvrages est un événement. Le trésor de la mer Rouge, c'est le petit nouveau. Ces héros, les 4-7, s'attaquent à un véritable trafic international d'œuvres d'art. Je vous propose d'écouter la suite de ma rencontre avec Christine Lederoux. Sur le Voyageur, comme sur la plupart des bateaux, il y a des coursives secrètes. Mais il existe aussi, j'ai vu ça dans un reportage à la télévision, une double vie sur le bateau, c'est-à-dire qu'en dessous le niveau de la mer, ce sont des étages qui leur sont réservés, et ce sont une vraie ville flottante. Vous trouvez tout, un hôpital, il y a aussi une prison, dans chaque bateau il y a une prison, ça je savais pas. Puis il y a les frigos, il y a des voitures, parce que c'est très grand un bateau, donc pour se déplacer ils ont tout ça, des petites voiturettes et tout ça, c'est impressionnant. Pourquoi avoir choisi pour ce nouveau roman le Proche-Orient en toile de fond ? Puisque j'ai eu la chance d'aller visiter cet endroit il y a quelques années, en 2012, et je suis tombée vraiment sous le charme de Petra et de tout cet endroit magique, et je me suis dit ça serait vraiment super de faire une histoire dans ce cadre et de faire connaître ça aux enfants, parce que c'est des pays où on entend à la télévision, hélas, que d'un côté négatif, alors qu'il n'y a pas que ça, et c'est aussi des endroits
magnifique avec des patrimoines très riches et c'est dommage de ne pas en parler et donc voilà, j'ai implanté ma dernière histoire dans ces milieux fantastiques. Voilà. En tout cas, les 4-7 vont se retrouver dans des nouvelles aventures plusieurs fois en mauvaise posture dans ce livre, encore une fois. Vont-ils s'en sortir? Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Le trésor de la mer Rouge, Christine Lederoux. Racontez-nous, comment sont nés les 4-7? Oh bien, tout simplement, c'était lors de mon premier livre que j'ai écrit qui s'appelait Complot sur l'Open. Je suis une ancienne prof de tennis dans mon club à Quimper et chaque année il y a un grand Open de tennis à Challenger avec des champions qui viennent faire des matchs tous les ans et cette année-là j'étais bénévole. Je m'occupais de toutes les écoles pour leur donner une demi-heure d'initiation tennis et j'ai vécu, mangé, dormi sur la planète tennis pendant une semaine et quand tout est parti j'ai trouvé ça vraiment triste. Je me suis dit toute cette effervescence, c'est plus rien, tout a été déménagé, on retrouve les terrains comme d'habitude. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'avais déjà écrit un livre en 2010 qui avait beaucoup plu. Je me suis dit, et si je créais une histoire policière avec des ramasseurs de balles que j'avais vu officier toute la semaine. Et voilà comment sont nés mes 4 personnages. Je les ai appelés les 4-7 justement parce qu'ils sont passionnés de tennis, les 4. Et du coup, voilà, ça tombait bien, 4-4-7. Voilà. Pourquoi avoir choisi d'écrire pour le jeune public? Je sais pas. Là, je pourrais pas répondre. J'adore les enfants. J'ai toujours été dans ce milieu-là et je trouve que écrire pour les enfants, pour moi, c'est ce que j'avais toujours rêvé c'est ce que je rêvais de lire quand j'étais petite. Donc, je trouvais tout simplement logique de le faire une fois grande. Voilà. Les histoires d'aventure, déjà toute petite, vous aimiez ça? Quels étaient les livres que vous aimiez lire? Je ne lisais que ça. En fait, mon livre de table de chevet pendant des années, il a évolué avec l'âge. Au début, il était cartonné, après avec un peu d'écriture et ensuite, c'était plus approfondi, c'était Robinson Crusoe. Je rêvais, étant enfant, de vivre ce qu'il avait vécu. Alors aujourd'hui, évidemment, en tant qu'adulte, non, je le souhaite pas. Mais voilà, c'était ça. Je lisais aussi L'île au trésor. J'ai lu quelques aussi Club des 5, qui se rapprochent un peu d'ailleurs des histoires des 4-7. J'adorais Philippe Ebli avec ses histoires incroyables qui dans un autre monde et qui passait une porte magique. Je lisais de tout en fait. Après il y a eu aussi les séries télé qui m'ont beaucoup influencé quand j'étais gamine parce que j'ai été élevée dans les années 70, j'ai grandi dans les années 70 avec les séries américaines qui m'ont fait rêver. Voilà, donc je pense que c'est un mélange de tout ça. Et j'oublie pas non plus Hergé que j'ai adoré. Et je les ai avalés, dévorés ces livres et c'est un mélange de tout ça. Et des Indiana Jones, enfin voilà, que de l'aventure. On fait un mélange de tout ça et c'est les 4-7. On va parler maintenant des illustrations. Donc c'est Joël Legars qui illustre. Legars. Alors c'est un grand dessinateur. J'ai la chance d'avoir été associée avec lui pour mes romans Les 4-7. Alors c'est un illustrateur qui vit à Nantes. On travaille ensemble. Au début, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditeur. Et puis j'en suis vraiment très contente. C'est lui qui a donné un visage à mes 4-7. Et ça fonctionne très bien entre nous. On discute souvent pour les couvertures. Je donne mes idées à mon éditeur et on voit ça avec Joël. Et franchement, ça se passe super bien. Et vous pouvez aller voir sur Facebook ou sur les blogs au nom de Joël Legars. Il a voir son travail qui est formidable. Il fait des bandes dessinées, il dessine pour les journaux aussi. Donc c'est quelqu'un qui fait du beau travail. Donc j'en suis très très contente. Quelle est la particularité de ces dessins? Mon livre en fait c'est un livre qui respecte la nature, c'est ça. Donc c'est du papier recyclé. Donc voilà. Donc on va pas dire qu'il est bio, mais il fait attention aujourd'hui comme on doit faire. À la nature. Donc voilà. Et oui, c'est en noir et blanc et ces dessins sont faits à la main. Donc c'est pas du tout fait par ordinateur. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est lui qui les fait à la main. Et au fusain. Enfin, moi je suis pas trop spécialiste dans le dessin, alors je vais pas en dire beaucoup pour pas peut-être dire des bêtises. Voilà. Mais justement, je vous invite à aller voir sur son nom, son travail qui est formidable. Comment vous travaillez ensemble? Alors là, je parle avec l'illustrateur. Par internet, parce que vous allez trouver ça drôle, mais ça fait 5 ans que l'on travaille ensemble mais on s'est jamais vu pour de vrai, parce que lui il a plein d'occupations, moi aussi, donc on travaille par internet, par mail. Donc voilà, essentiellement, et aussi avec mon éditeur, on approuve les uns et les autres, les dessins, oui, non. Après mon éditeur, il va trouver que c'est pas la bonne couleur, il faut changer la couleur, enfin voilà. Alors pour la petite anecdote, j'ai fait faire un peu du travail supplémentaire à Joël, puisque j'avais mis au début que c'était pas des dromadaires dans mon livre, mais des chameaux. Il s'avérait que c'était des dromadaires, donc il a dû refaire les dessins pour tirer la bosse supplémentaire.
Donc voilà. Donc je m'en étais excusée de l'avoir fait refaire un dessin à cause de mon erreur. Alors, vous me parliez justement des éditeurs, la maison d'édition Locus Solus. Quelques mots sur cette maison d'édition. Alors c'est une maison d'édition bretonne qui se situe à Châteaulin, donc à côté entre Quimper et Brest. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans, et aujourd'hui elle monte et elle commence vraiment à être très connue, même elle est connue en Bretagne, et elle choisit de très jolis livres. C'est autant pour la jeunesse que des livres pour les adultes, sur l'art, sur la mer, ça touche à tout. Donc vous pouvez aller voir leur site sur internet aussi, Locus Solus, vous verrez, ils ont vraiment de très belles choses, autant en jeunesse qu'en livre adulte. Donc voilà. Comment ça se passe quand on écrit? C'est-à-dire, vous allez avoir une idée, vous allez écrire, vous allez le proposer à la maison d'édition, ou c'est une demande de la maison d'édition? Alors pas du tout, c'est maintenant que les 4-7 existent, donc en fait moi j'écris mon roman, et puis une fois que je l'ai lu, recorrigé, que je pense que voilà, il est prêt, ben, je l'envoie par mail à mon éditeur, et ils le lisent, et puis à partir de ça on fait des corrections ensemble, on en ajoute les dessins, et puis une fois qu'il est bien, qu'on pense qu'il est vraiment bien, qu'il a été relu plusieurs fois, il part à l'imprimerie. Donc en fait avec eux, c'est pas une demande, c'est moi qui l'envoie. Maintenant que les 4-7 fonctionnent bien, ça marche comme ça. Après, si évidemment je changeais et que je prenais d'autres histoires et que j'inventais d'autres personnages, là je pense qu'il faudrait que je leur envoie et qu'ils donnent une acceptation. Bien, comme pour les 4-7, il faut qu'il y ait une acceptation. Mais bon, ils connaissent déjà les personnages et tout, c'est des romans qui fonctionnent. Donc voilà, ils me font confiance. Et moi aussi, parce que j'ai la chance de travailler avec eux. Alors, comment ça se passe avec vos lecteurs? Comment le livre est ressenti et comment les personnages sont ressentis par les enfants, par exemple? Alors, moi je trouve formidable. Moi, c'est le moment que je préfère, c'est quand je suis face à mes petits lecteurs. Alors là, je suis allée il y a un mois, je suis intervenue pendant 3 jours dans des classes à Morteau, donc dans le Jura, à côté de la frontière suisse. Et donc je suis intervenue dans des classes de CM, CM1, CM2 et 6e. Donc ils avaient lu Les pilleurs d'épaves et Affaires à Pélican à Miami, puisque leur thème était la mer. Et je suis allée les voir et j'ai eu un accueil, mais vraiment plus que chaleureux. Je leur en remercie encore. Ils m'ont posé des tas de questions et les enfants, beaucoup m'ont dit moi, madame, je me retrouve dans Vincent. C'est tout à fait moi. J'avais l'impression que vous aviez écrit ça pour moi. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Et ce petit garçon, il m'a même dit un jour, si un jour il y a un film, moi je veux bien jouer Vincent parce que c'est tout à fait moi. Et en plus, il avait vraiment, il ressemblait en plus au dessin qu'avait fait Joël. J'ai trouvé ça formidable. Et bien sinon, oui, l'accueil des enfants, ils aiment beaucoup, parce qu'après je les ai revus au salon et ils sont venus avec leurs parents me dévaliser. J'ai eu cette chance-là, ils sont tous venus. Et non, c'est sympa, ils me posent plein de questions intéressantes. Là, ils avaient bien travaillé les livres avec les instituteurs et pour moi, c'était que du bonheur. Et est-ce qu'ils vous suggèrent des idées, justement, des intrigues? Alors, j'ai un petit garçon, c'est il y a 2 ans. Il est venu voir un salon et donc il m'a dit j'adore les 4-7, moi j'adore tout ce qui est planète et tout, est-ce que vous pourriez écrire un livre avec eux dans l'espace? Je lui dis là écoute, oui, je vais réfléchir, mais je voyais pas comment réaliser une histoire comme ça, puisque pour moi là-haut c'est noir, je voyais pas trop. Et c'est en voyant le film Seul sur Mars que je me suis dit non, on peut créer une histoire avec de la lumière, avec une histoire qui soit pas dans le noir et les planètes comme j'imaginais. Et j'ai pas pu lui répondre parce qu'après je l'ai pas revu, mais pourquoi pas, c'est une histoire à suivre. Que pensent les parents et les grands-parents justement de ces histoires? Moi je me suis laissé prendre, je le disais juste avant qu'on commence cette interview, j'ai dévoré ce livre, on se laisse prendre par l'intrigue, par les personnages, par l'aventure. Ils en pensent quoi donc les grands-parents et les parents? Justement, à chaque fois, les enfants, puisqu'ils sont jeunes, ils ont entre 9 et 12 ans, mes petits lecteurs, ils sont accompagnés soit de leurs parents, soit de leurs grands-parents. Alors moi, ce que je leur propose, je leur dis, écoutez, quand ils ont fini de lire, ou vous le lisez avant, ou vous le lisez après, ou des fois le lire avec eux quand c'est des jeunes lecteurs. J'ai dit, et ensuite, si c'est par exemple, on prend Les pilleurs d'épaves, vous allez sur les traces des 4-7, puisque pratiquement tout ce que j'écris dans mes livres, ça existe. C'est-à-dire que les endroits, les lieux existent vraiment, les adresses sont presque les bonnes, pour pas dire les bonnes. Quand on prend l'affaire à Pélican à Miami, c'est les bonnes adresses. Voilà, tout existe en fait. J'ai rien inventé de ce côté-là. Eh bien, écoutez, les grands-parents, ils reviennent me voir après en dédicace pour acheter le suivant, et ils me disent, mais on a passé un bon moment, on s'est amusé, je me suis rappelé quand j'étais gamin, et ils font ce que j'ai dit, c'est-à-dire que pour ce qui est possible, par exemple à Concarneau, quand c'est des Bretons, ils vont sur les traces des 4-7, ils vont sur l'île, ils prennent les chemins des Hallages, et ils s'amusent et ils cherchent le tunnel secret, et certains me disent on n'a pas trouvé, mais il est où?
bon voilà, c'est sympa, et donc je les fais rêver encore une fois qu'ils ont terminé le livre, je les fais encore rêver. Ils s'amusent à aller sur les traces des 4-7. Alors ceux qui ont la chance d'aller à Miami en vacances, parce qu'il y en a quelques-uns, ou certains ont de la famille, je dis allez, vous pouvez suivre, le bus est le bon, voilà tout, et vous pouvez voir là par où ils sont passés. Quelques mots sur l'inspecteur Philippe Dufour, on en a parlé vaguement au début, parce qu'il fait partie de cette aventure à chaque fois. À chaque aventure, il est présent. Alors c'est lui qui à la fin vient souvent sauver la mise des 4-7. Donc c'est un policier parisien, puisqu'il est apparu pour la première fois dans le complot sur l'Open. Il suivait une piste de faux juge-arbitre. Donc ils ont appris à le connaître comme ça. C'est devenu au fil des histoires un ami de la famille et un ami des enfants. Et puis donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Son nom, en fait je lui ai donné le prénom de mon mari, et Dufour c'est un de mes ancêtres. En fait il y a quelques années j'avais fait des recherches généalogiques, et son nom il vient de là. Dufour c'est un de mes ancêtres qui s'appelait comme ça. Donc voilà, Philippe Dufour, je l'ai inventé. Et de toute pièce, et c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi. Christine Lederoux, vous travaillez déjà sur les prochaines aventures. Elles sont terminées. Voilà, je suis en phase correction, donc je vais le présenter à mon éditeur d'ici peu de temps, d'ici un mois à peu près. Et là, c'est une nouvelle histoire, retour aux sources, ça se passera à Quimper, et ça sera une sorte de cold case. Donc les enfants vont tomber sur quelque chose d'incroyable dans un manoir, et puis ils vont vouloir savoir ce que c'est, et ils vont se rendre compte que ces objets-là ont disparu il y a plus de 90 ans, et suite à une affaire de vol qui s'est passée en 1932, et ils vont remonter tout le dossier, ils vont se rendre compte que peut-être que celui qui a été accusé à l'époque, c'était à tort. Je vous remercie Christine Lederoux, merci beaucoup. Moi aussi Eric, et puis à bientôt. À bientôt. Le Trésor de la mer Rouge de Christine Lederoux, un polar jeunesse paru aux éditions Locus Solus, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Angélique Motte, Isabelle Dulorens, Agathe Djebari, Laurence Henry et Christine Lederoux. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.